Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de cinéma, des cours de stand-up et des cours également de danse hip-hop. Le cours Anna, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on reçoit un artiste complet, un humoriste au style percutant, un auteur talentueux, un acteur et même un réalisateur. Il s'est d'abord fait connaître sur scène avant d'exploser sur les réseaux sociaux avec ses parodies et ses sketchs. Inspiré par les plus grands, il a su imposer son propre style, mêlant observation fine et autodérision. Révélé sur scène du Jamel Comedy Club, il a conquis le public avec son premier spectacle Exister, désormais disponible sur Canal+. En parallèle, il a écrit et réalisé son premier film Les Gagnants, avant de rejoindre l'équipe des grosses têtes sur RTL. Et en 2024, il revient avec un tout nouveau spectacle, Rupture. Aujourd'hui, on a la chance de l'avoir avec nous. Mesdames et messieurs, bienvenue à Azzedine Benjilali, dit Az. Merci. Bonjour Az. Bonjour. Moi, on m'appelait Azzedine, comme on m'appelait comme ça à l'école. Alors que c'est Azzedine. Azzedine. Ouais, parce que c'est un E muet, mais bon, c'est très... On peut pas le savoir, quoi. Non, c'est vrai que je ne pouvais pas Philippe, le savoir. en fait. Bon, bah déjà, merci beaucoup d'être là. Bah, merci. Alors, Az, je suppose, par rapport à ce fameux prénom. Voilà, diminutif de Azzedine. On voulait quelque chose de beau et on a choisi ça. Un jour, sur une plage avec mon manager, il m'a dit « Mais pourquoi pas Az ?» Et j'ai dit « Ok, je suis hyper influençable. » Ah ouais? L'histoire est très courte. Donc Az, ok. Ouais. Mais ça évite les deux Z, c'est avec un Z, avec deux Z, Azzedine, avec un E, les Azzedine, les Azzidine, on a pris Az. Et même comme ça, il y a des gens qui arrivent à écrire H-A-Z. Ah oui. Donc, je pense que je vais finir par m'appeler A peut-être, ou Z. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Quel enfant tu étais? Quel enfant j'ai été? Franchement, enfant joyeux. Je travaillais bien à l'école. J'étais bon à l'école, un peu perturbateur, mais ça un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Bon élève, drôle. Je faisais rire ma famille et mes amis. C'est ce qui me rendait heureux et c'est ce qui les rendait heureux, je pense aussi. Et voilà, enfance classique, normale. Ok, très bien. À quel moment tu as découvert que tu voulais faire de l'humour? Je sais pas si j'ai découvert ça à un moment. En fait, je pense que j'étais là-dedans depuis tout le temps, quoi. En fait, j'ai toujours eu ce truc-là pour un peu en arme de protection contre le monde. Et puis après, quand j'ai compris que ça pouvait ça pourrait être on pouvait en faire un travail, et ben je me suis dit pourquoi pas, quoi. Et en regardant les spectacles des autres aussi, surtout à l'époque, que j'adorais. Donc tu regardais beaucoup les spectacles. Ouais. Est-ce que tu sors d'une formation, peut-être? Ou pas du tout? Formation théâtrale. Plomberie. Ouais, ok. Ça sert à rien. Non, c'est pas vrai, je rigole. Aucune formation. Humoriste naturel. Humoriste naturel, ouais. Je suis monté sur Paris, j'ai fait des scènes ouvertes dans des cafés, dans des restaurants. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai réussi à faire des choses un peu plus grandes. Première rencontre, c'est avec Jamel? Première rencontre, ouais, j'étais au Paname déjà avant, qui est quand même un comedy club pour moi, c'est la référence du comedy club à Paris, parce que le Jamel Comedy Club, t'es déjà un peu confirmé quand tu vas jouer là-bas. Tandis que le Paname, t'as quand même ce truc d'open mic au départ, de scène ouverte, et après de gros plateaux le soir. Mais déjà le Paname, et après, ouais, le Jamel Comedy Club. Jouer dans les cafés-théâtres de Paris, qu'est-ce que ça t'a appris sur le métier? Qu'il va pas y avoir beaucoup d'argent, beaucoup moins que ce que je pensais. Ok, c'est une bonne réponse. C'est vrai. Et ça m'a appris le métier surtout déjà. Et mais j'ai compris que ça allait être dur, mais à la fois je l'ai pas ressenti parce que en fait quand ça devient pas ton travail, en fait, ça devient ta vie, quoi. Tu sors, tu vas jouer, tu rencontres des gens. J'ai rencontré plein de gens. J'ai compris que ça allait être compliqué, mais que c'est ce que je voulais faire. Est-ce que tu avais plusieurs travails? Je travaillais à l'aéroport en même temps au début, en tant qu'agent PMR, personne
à mobilité réduite, on ramène les vieux et les handicapés jusqu'à l'avion. Enfin, les personnes âgées, pardon. Bon, c'est des vieux, quoi. Mais bon. Jusqu'à l'avion et on va les chercher. Et j'aimais beaucoup ce travail, en plus. Et je faisais ça en même temps. Et après, non. Et après, je faisais que la scène. Que la scène. Ouais. Et donc, tu es passé de scène en scène. Ouais. Jusqu'au moment, est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que tu t'es dit, bon, c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux vraiment faire un métier. Tu t'es battu, tu as travaillé comme un chien. Franchement, ouais, grave. Des gens ont joué des 4, 5, 6 fois par jour dans tous les plateaux qui étaient possibles dans tous les en fait, on commençait à 18h, on allait dans un café-théâtre, après on allait au Café Oscar, au Paname, on ressortait, on allait dans un autre endroit, le soir on finissait, on jouait dans des chichas. Et puis à l'époque, c'était le système des chapeaux, donc ça veut dire que t'arrivais quand même à faire un peu des sous. C'était, les gens, à la fin du spectacle, mettaient ce qu'ils voulaient dans le chapeau, et on récoltait une somme. Et ouais, beaucoup de travail, mais j'ai toujours su que je pense pas que j'ai un moment où je me suis dit, ah ça y est, c'est sûr que je veux faire ça. En fait, dès le début, dès que je suis monté la première fois, je sais pas, ma vie, elle s'est lancée, quoi. Je me suis dit, ok, bon, c'est parti, je fais ça, quoi. C'était pas que de l'improvisation, c'était quand même des textes qui étaient bien aboutis. Ouais, c'est écrit. Tout ce qu'on fait sur scène est écrit. Après, les impros, c'est parce qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup sur les réseaux. Parce qu'on poste on ça. On ne voit que ça. On voit que ça, forcément. Mais parce qu'on poste, déjà, on poste quasiment uniquement ça parce que ça permet de ne pas se griller du matériel du spectacle. Bien sûr. Et on sait que ça plaît aux gens, c'est impressionnant pour les gens à des moments, mais en fait, moi je le dis toujours, le texte c'est 10 000 fois plus compliqué que l'impro, parce que l'impro c'est des ficelles, t'es venu avec ta femme, ah ouais, t'as mis une écharpe bleue. Bon, moi je suis pas trop fan. Je l'en fais parce que les gens aiment, j'aime bien en faire, mais je pense pas que c'est le nerf c'est le nerf de la guerre de ce métier-là. Et je préférais qu'on remette un peu plus au centre le texte et le fond ou pas, parce que tu peux être drôle sans même passer de message ou avoir de fond, mais en tout cas sur le texte et être drôle, quoi. Alors si on doit revenir au texte, ça se passe comment une session de travail avec Az ? C'est toi qui écris tout ça j'ai un co-auteur, on écrit à deux, qui s'appelle Laurent Ginca, qui me produit aussi. En fait, nous, nos séances de travail, après nous, c'est un peu atypique quand même, parce que nous, nos séances de travail, c'est plus, comme on est devenus très amis, c'est plus des discussions qu'on a le matin, de choses qui nous énervent, et sans se le dire, ça reste dans un coin de ma tête, et après je me dis ça c'est marrant. En fait, on a des énervements de choses qui sont potentiellement drôles, parce qu'on s'énerve à des moments aussi pour des choses un peu futiles, et donc après sur scène on arrive à rendre ça drôle, mais on n'a pas trop de séances d'écriture de bon allez, qu'est-ce qu'on fait sur les gens qui s'assoient dans le métro, quoi. Ok, donc il y a quand même une feuille, oui, stylo. Après, voilà. Au bout d'un moment, il y a un moment où on écrit, quoi. Mais au départ, c'est plus des discussions, et puis après, je teste sur scène le soir ou quand j'ai mon spectacle. Et en fait, je pense qu'on écrit plus une fois qu'on est sûr que ça fonctionne, plutôt qu'on écrit, on teste et on enlève. Donc c'est beaucoup d'impro, on voit ce qui marche. Et c'est ensuite, de l'impro, c'est de l'impro cadré. Ouais, c'est de l'impro cadré. Enfin, je sais pas si c'est de l'impro, c'est plus ce qu'on s'est dit, quoi. C'est écrit, mais sans l'avoir écrit. C'est encore plus fort, j'ai envie de te dire. Tes parodies de chanteurs ont eu un énorme succès sur les réseaux. Comment est née cette idée ? Je m'ennuyais dans ma voiture. J'ai passé beaucoup de temps. Et j'adore chanter. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup la variété française. Et depuis que je suis petit, j'adore aller sur YouTube et mettre instru type Booba, par exemple, et genre avoir une instru qui ressemble aux instrus de Booba ou instru type Rof ou truc, et faire semblant de faire des faux rap dessus. Et donc j'ai commencé comme ça en faisant du rap un peu yaourt, donc sans parole. Ça donne quoi ? Bah, il faudrait que j'ai une instru, mais genre, je me réveille, je pars, là, je peux pas le faire, mais avec une instru, faut que je sois. Et après, je me suis un peu moqué, mais gentiment, et souvent de rappeurs que j'admire, parce que pour pouvoir se moquer, il faut quand même avoir écouté beaucoup. Et j'ai un peu fait des parodies de plein de rappeurs, et ça a bien pris. Voilà. Est-ce qu'ils ont répondu ? Ouais. Tous répondaient.
tous répondaient. J'ai eu Dadju, Orelsan, je sais pas, j'en ai eu plein. Mais en fait, la première vidéo qui m'avait lancé sur ça, c'était une parodie que j'avais fait sur Aya Nakamura dans ma voiture. Et genre, j'avais 0 abonnés, quoi. J'avais genre 100 abonnés, mais genre des potes à moi du collège, quoi. Et j'avais fait cette vidéo, ça avait bien marché, ouais. Est-ce qu'il y a un avant les réseaux sociaux et un après les réseaux sociaux par rapport à tes parodies? C'est-à-dire? Un Haz, je sais pas, un Haz à succès, un Haz qui marche dans la rue, qui se fait harponner. Honnêtement, franchement, ouais, bah forcément, aujourd'hui, quand on marche, on est plus reconnu qu'avant, heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a raté notre coup, quoi. Non, tout se passe comme avant, en fait. Ouais. Je sais pas, personne me connaît. Mais franchement, moi, ça me dérange pas et je ressens pas une énorme différence avec avant. Après, je suis pas non plus. Je suis pas une méga star, quoi. Donc, non. C'est pour ça. Par contre, il paraît qu'à chaque fois que tu sors avec une fille, ça devient une star. Est-ce que tu confirmes? Quoi? C'est qui t'a dit ça? Il paraît qu'à chaque fois que tu sors avec une fille, ça devient une star. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je me suis bien rencardée. Je sais pas, ça c'est les gens qui t'ont dit ça te confirmeront. Ok. Gad Elmaleh, c'est l'une de tes inspirations. Je suis sorti avec lui. Ouais. En plus? C'est pour ça que c'est devenu une star. C'est incroyable. En quoi son style a-t-il influencé ton humour? Alors, en fait, Gad, quand j'ai découvert les spectacles, quand j'étais plus jeune, c'est les premiers spectacles que j'ai découverts, c'était Gad. Et j'étais genre... En fait, c'est la première... C'est comme si t'écoutes du rap ou de la musique, et c'est la première musique que t'écoutes. Et donc, en fait, je me suis dit, mais c'est totalement... En plus, c'était totalement mon humour, parce que c'était de l'humour d'observation, la tête de la caissière, la tête du mec quand t'es dans l'ascenseur, truc. Et donc, je me suis dit, mais c'est... Et j'ai bien aimé ce côté-là aussi un peu léger, de faire rire avec des trucs où on peut... En fait, je trouve que c'est très fédérateur. Ce truc-là, il n'y avait pas tant de messages, mais j'ai bien aimé ce truc-là où on peut tous rire de la même chose. Et voilà, et ça m'a donné très envie de faire de la scène quand j'ai regardé ces spectacles. Et donc maintenant, tu observes, tu prends quelque chose qui te plaît, et après, t'en fais un sketch? Plus des choses qui m'énervent que des choses qui me plaisent. Ouais. Plus je me réveille, un truc qui m'a énervé. C'est quoi la dernière chose qui t'a vénère comme ça? Et tu t'es dit, tac, je vais faire un truc. Ah si, moi je sais ce que c'est. C'est quoi? C'est la nouvelle mise à jour. Ah ouais, voilà, par exemple, je me réveille. Non, mais tu vois, ça, par exemple, ça, c'est un exceptionnel. Hier, j'ai ri toute seule. Bah oui, ça, c'est par exemple, c'est un truc avec mon manager. On était au téléphone, je voulais lui envoyer une photo, je sais plus si c'était lui, on n'arrive pas, on ne retrouve plus les photos. On dit, mais c'est quoi cette histoire de mise à jour? En fait, on ne veut plus du tout, nous, avoir de mise à jour. On est très bien avec le téléphone comme ça, tu vois, et nous mettre des mises à jour à chaque fois et tout. Mais ça, ce qui peut être un truc énervant, tu dis que je trouve ça beaucoup plus fort de tourner ça en sketch. Et en fait, tout le monde se retrouve et ça soulage les gens. Et je pense que l'humour doit pouvoir être là aussi pour soulager les gens, pour se dire, putain, moi aussi, je pensais ça. Et ça me fait plaisir qu'on en parle, même si c'est un truc un peu futile par rapport à ce qui se passe en ce moment. Mais bon. C'est sûr. Tu as quand même 30 secondes pour faire passer un message à Apple. Là maintenant. Écoutez, Apple, voilà, on n'est pas photographe, donc on s'en fout. Arrêtez d'améliorer les pixels, les trucs, faites une photo normale. Mettez-nous juste photos, nos dernières photos. Comme ça, on retrouve nos photos. On ne veut plus de mise à jour. On a compris le téléphone. Laissez-nous tranquilles. Les SMS distribués, ça suffit. Mettez-nous pas l'heure. Voilà, tranquille. On va pas devenir des robots. Voilà. Merci. Tu as écrit des pastilles pour Camille Lelouch dans Quotidien. Ouais. Comment ça s'est passé, cette collab? Très bien, avec Laurent aussi, qui est mon co-auteur. On a travaillé sur... C'était il y a longtemps, ça, c'était il y a 7 ans, je crois, maintenant. Ça s'est très bien passé. C'était une première expérience en tant qu'auteur pour moi, à la télé, un monde que je connaissais pas, et franchement, non, c'était top. Et c'est vous qui êtes allé la démarcher pour lui proposer? Laurent travaillait avec elle déjà en tant que auteur et producteur. Et donc après, de fil en aiguille, on en est arrivé à écrire les pastilles. C'est quand même un métier vachement difficile. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à tous ces jeunes qui ont envie de faire ce métier-là? Auteur ou stand-upper? Stand-upper. De pas le faire. Non, c'est... Franchement, honnêtement, il faut être patient.
Déjà, je pense, ça on le dit pas assez, mais il faut être patient parce que c'est très long et à la fois, tu peux ne pas le ressentir si tu es vraiment passionné. Si tu as envie de faire ça juste pour être connu, va faire les Marseillais, c'est mieux. Parce que ça a beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus rapide en termes de notoriété. J'aurais adoré faire les Marseillais d'ailleurs. Tu peux lancer un truc là, tu peux. Hein. Les Marseillais ? Ouais, tu peux. Non, mais c'est bon, c'est trop tard maintenant. J'ai plus le corps adéquat, tu t'entends. Non, et surtout, ouais, faut être passionné, faut être patient et voilà. De toute façon, si t'as envie de faire quelque chose, faut s'en donner les moyens et le faire à fond, quoi. Il faut aller voir les spectacles. Il faut aller s'inspirer. Bah, pas forcément, franchement. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'avais, à part les spectacles de Gad que j'avais vus sur Internet ou 2-3 passages du Jamel Comedy Club, franchement, j'avais jamais vu de spectacle en vrai et tout. Hein. Non, faut être sûr de soi, faut avoir envie d'apporter quelque chose de différent aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres et avec les réseaux sociaux encore plus. Donc voilà, faut se démarquer. Faut se démarquer. Et pour se démarquer, c'est pas une question de, c'est pas l'humoriste au bonnet rouge, quoi. C'est pas tu viens avec un bonnet rouge donc t'es différent. Non, mais je pense qu'il faut avoir un avis différent des autres. Enfin, un point de vue au moins un peu plus original que les autres. Premier spectacle existé. Ouais. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? On a choisi ce titre parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu c'est un peu la direction de tout le monde. Dans le monde entier, en fait. On s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde veut exister maintenant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a moins de... Même on ressent moins le côté, c'est pour ça que quand tu parlais des photos dans la rue ou des trucs, en fait il y a moins le côté star, on a perdu tout ça parce que en fait tout le monde veut être star, je le sens, tout le monde veut exister à travers un commentaire sous une photo, à travers une publication, même quand on voit TikTok c'est pas du tout un réseau pour ses amis en soi, parce qu'en fait c'est qu'un truc que tu postes pour percer entre guillemets, j'ai l'impression, c'est que des vidéos, des trucs, des trends, et on s'est rendu compte qu'en fait à chaque niveau les gens veulent exister et que c'est un peu le combat de tout le monde, et je pense que c'est grave un peu parce que genre plus personne ne veut être genre quelqu'un de lambda, alors que c'est bien d'être quelqu'un de lambda, quoi. Parce qu'il en faut, sinon ça ne sert plus à rien. Mais genre t'as l'impression que tout le monde veut dire non mais moi je fais ça, mais en fait à la base non mais c'est pas grave, tu fais ça quoi. Tu vois, t'as l'impression que tout le monde veut se justifier, tout le monde, et même on en parlait parce que j'avais un sketch sur ça dans le premier spectacle sur les manifs. Moi, j'ai eu une vraie interrogation à un moment. Je me disais, est-ce que les gens ils vont manifester pour le combat ou pour exister eux-mêmes? Est-ce que tu crois vraiment en la cause pour laquelle tu manifestes, ou tu es là parce que tu as envie de dire, bah voilà, j'ai trouvé des amis, maintenant je suis avec tout mon clan de vegan ou avec tout mon clan de tel ou tel combat? Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des combats pour exister eux-mêmes et pas pour lutter efficacement contre la cause, quoi. Enfin, pour la cause. Et comment tu as construit ton premier one-man? Ça se construit comment? Comme j'ai joué très longtemps avant d'avoir un spectacle, par bloc de 7 minutes, 8 minutes, qu'on appelle des sets dans le stand-up, à tester dans les comédie clubs. Dès que j'avais un 7 minutes que je considérais assez efficace, j'en écrivais un nouveau, jusqu'à faire 1 heure de spectacle. Wow. Ce qui, je pense, n'est pas la meilleure méthode, maintenant que j'écris le deuxième. C'est quoi la différence maintenant? Parce que maintenant, j'ai pas tout écrit d'une traite, mais en fait, on s'est posé sur un sujet, on s'est posé sur l'ambiance actuelle mondiale et sur le sujet qu'on voulait traiter, et on a écrit en ce sens-là. Tandis que quand tu fais des 7 minutes comme ça, que ça te prend 3 ans que tu les colles, le spectacle peut être très drôle, mais je pense que il n'aura pas le sens que tu veux lui donner, quoi, parce que ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc là, tu t'es posé plus. Ouais. Peut-être plus de maturité aussi. Ouais, bah ça doit être ça. Ouais. Ah oui, bien sûr. Enfin, pas moins, j'espère, en tout cas. Tu fais aussi du cinéma avec Les Gagnants. Ouais. Comment on passe on fait des scènes et d'un coup d'un seul, on devient et comédien et réal? Piston. C'est ça? Piston, ouais. Faut payer les gens, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, mais bon, j'avais mis d'argent de côté. Non.
En fait, Laurent, avec qui je bosse, avait un scénario déjà qui s'appelait Les Gagnants, et il me l'a fait lire, et j'avais beaucoup aimé, et je lui ai dit j'aimerais bien travailler dessus. On a retravaillé le scénario ensemble, et puis après on est au culot, on est parti voir des producteurs. Laurent a contacté une productrice qui a accepté de financer, de développer le film, et puis après on est parti chercher des acteurs, et c'était très dur. Je pensais qu'on allait jamais le faire, parce que franchement c'est une bataille énorme, mais vraiment, genre avant, quand j'entendais des mecs dire ça en interview, je me disais ouais c'est bon, c'est une bataille, c'est pas une bataille, non, c'est une vraie bataille, genre. Mais au dernier moment je pensais qu'on n'allait pas le faire, le film, parce qu'on s'est fait planter par des acteurs au dernier moment, le chef-op qui peut plus, l'autre qui a je sais pas quoi, qui a piscine, tu dois faire lire à tout le monde, l'autre tout le monde aime bien, d'un coup l'autre il dit non, finalement moi j'aime pas. Donc c'était très très compliqué, mais on a réussi à le faire, et je pense que c'est la plus grande réussite d'un film, c'est de réussir à le faire, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà, parce que c'est le truc le plus dur. Après, ça marche pas, ça appartient aux gens, mais puis ça appartient à la chance aussi. C'est des contextes, des périodes et tout, mais de réussir à faire un film, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Mais en vrai de vrai, c'est normal, parce que c'était facile, tout le monde le ferait. C'est pour ça que c'est un peu le Graal artistiquement, mais c'est très 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 compliqué. Ouais. Mais c'est une aventure de fou. Ouais. Il faut encore aller frapper aux portes. Il faut rien lâcher. Exactement. Il faut y croire. Il faut y croire plus que tout le monde. Entre la réalisation, le scénario et le jeu d'acteur, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette aventure ? Tout m'a marqué, parce que c'était 3 premières expériences que normalement on fait ça en 10 ans, on fait 3 premières expériences, la première fois que tu joues, la première fois que tu réalises, la première fois que tu écris. J'ai fait les 3 en même temps, donc du coup tout m'a marqué, mais c'est vrai que j'ai bien aimé le côté derrière la caméra. Je pense que d'ailleurs si je le refais, je pense que je ferai un des deux, soit derrière la caméra, soit jouer, parce que c'est quand même très très dur et ça prend beaucoup de temps, et les moments où les acteurs se reposent, quand tu réalises, tu peux pas. Donc c'était une masse de travail énorme, mais franchement tout m'a marqué, c'est exceptionnel, c'est une aventure de fou. C'était une aventure de fou. Est-ce qu'il y a un autre projet, là, cinéma, peut-être ? Ouais, on est en écriture. On est en écriture. Ça, c'est la phrase de tout le monde. Pareil, dès que tu demandes à quelqu'un, il est en écriture. non, on est en écriture, mais voilà, pareil, c'est... Sur un thème un peu précis ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu ou pas ? Ou parce que c'est pas encore dans les... Pour le moment, on est en écriture. Très bien. Mais on peut penser que quand on a fait un premier film, c'est facile d'en faire un deuxième, mais en fait, c'est encore plus dur. Ah oui, je suis d'accord. Oui, parce que le chemin, c'est le même. Pour le chemin de bataille, pour monter un film et tout, c'est le même, quoi. En fait, il n'y a pas des gars qui disent venez, vous rentrez plus vite, vous avez fait un premier film, passez devant tout le monde. Non, pas du tout. Donc, écoute, on va essayer de mener la même bataille. Stand-up, spectacle, cinéma, et en 2022, tu deviens sociétaire des grosses têtes. Comment t'as débarqué là-bas ? Tu allais me parler de la Société Générale, je dirais, c'est quoi le rapport ? Non. 2022, comment on se retrouve encore dans cette émission ? Faut savoir que pendant le Covid, j'ai fait une émission qui s'appelle On est en direct avec Laurent Ruquier, où je faisais des chroniques devant des politiques, et c'était la seule émission qui passait un peu pendant le Covid, qui était en direct et qui mettait... J'avais la chance en fait d'être le seul humoriste à ce moment-là qui était à la télé. Je faisais des chroniques devant Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal. Il n'y avait pas de public, c'était un peu dur, mais bon, c'était une expérience de fou. C'était sur France 2. C'est l'émission qui a été reprise par Léa Salamé par la suite. Et en fait, quand l'émission se termine, Laurent Ruquier me dit je fais les grosses têtes. Si un jour tu veux passer, tu me dis et tout. Et je lui dis ouais. Et j'ai pas trop calculé sur le moment. Et puis un jour. On déjeune ensemble et il me dit ça te chauffe d'essayer. Je lui dis ouais, et j'ai essayé dès la première émission. Franchement, j'ai kiffé. C'est vraiment genre tu vas à un repas avec tes oncles et tes tantes très vieux. Très vieux, il a dit. Mon Dieu. non, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et j'adore cette émission, j'adore la faire. J'aime beaucoup Laurent. Et franchement, non, c'est... Voilà comment je suis arrivé là. Est-ce qu'il y a une gestion du stress ? Est-ce que tu es un mec un peu stressé ? Alors, pas du tout. Aucun, rien ? Que ce soit quand tu montes sur scène ou tes premiers passages à la radio, c'est tout nouveau pour toi ? Franchement, on en rigole souvent avec Laurent, mais Laurent Ginca cette fois, pas Laurent Ruquier.
Mais non, en fait, j'ai pas du tout de trac ni de stress avant de monter sur scène ou avant de faire quelque chose. J'ai du stress un peu dans la vie sur des trucs un peu plus bêtes. Par exemple, comme je suis hypocondriaque, dès que j'ai un truc sur moi, j'ai l'impression que je vais mourir là, je stresse. Mais non, franchement, j'ai pas de... Je sais pas, mais j'ai pas de stress, non. Pas de stress? Non. C'est bien. Bah, je sais pas, peut-être que c'est un moteur qui me manque aussi. Hein. Ça, à des moments, on sait pas. Ouais, peut-être. Après la scène et le cinéma, est-ce qu'il y a d'autres envies artistiques? Est-ce qu'il y a un vrai gros projet, un rêve, si on devait te donner une baguette magique et on te dit, vas-y, un vœu? Professionnellement parlant. Déjà, j'aimerais bien continuer à faire ce que je fais, le faire mieux. Et la musique, mais c'est un rêve très éloigné, genre vraiment lointain. Genre, j'aimerais bien faire un truc... Pas si lointain que ça, c'est pas vrai. Pas si lointain que ça, c'est vrai. Non. Ça sort demain, j'ai un album qui sort demain. Retrouvez-le sur toutes les plateformes. Non, mais j'aimerais bien faire un truc un jour comme ça. Mais pour rigoler, un EP de 4-5 chansons, un truc comme ça, j'aimerais bien. Ça me chaufferait, ouais. Ouais? Ouais. Et alors? Alors, je sais pas si t'as un contact, un plan. Tu me dis qu'est-ce que j'en sais alors. Et alors quoi? Je sais pas, moi je dis viens, on se lance. Ouais, bah ouais. Rupture. Ouais. Une petite autobiographie ou pas? Est-ce que c'est une autobiographie? Évidemment, de toute façon. D'où vient, voilà. De toute façon, je pense que le meilleur moyen d'être drôle et de toucher les gens, c'est d'être sincère sur scène. Rupture, il y a deux sens. Hein. Bon, il y a la rupture, bien évidemment, rupture amoureuse. Et il y a la rupture aussi un peu avec la société, de toutes les choses qui m'énervent, où j'ai l'impression que ça y est, j'ai rompu avec la société. Et donc ça vient de là. Mais le premier sens, c'est vrai qu'à la base, ça vient de la rupture amoureuse, ouais. Et donc ça s'est construit Ça s'est construit après ma rupture. Ouais, ok. Après ma rupture, non, j'ai passé un moment compliqué après ma rupture. Ok. Et déjà, quand je passais ce moment-là, à aucun moment je me disais, bon, ça, c'est un truc que je vais dire sur scène et tout, parce que j'étais pas du tout dans le truc de l'artiste meurtri inspiré, j'étais vraiment genre juste meurtri. Donc, j'étais pas en train de me dire, ouais, ça va être... Mais en fait, après, quand tu te relèves et que tu regardes les choses un peu genre de loin, déjà tu te dis c'est pas ouf ce qui s'est passé non plus, quoi. C'est pas un truc de ouf. On se relève de tout. Ouais, on se relève de tout, quoi. Et ça serait indécent même de pas réussir à se relever de ça. Et non, et donc j'ai décidé d'en parler parce que je pense que c'est une phase par laquelle passent beaucoup de gens, où tu as l'impression que tu es un peu le centre du monde à ce moment-là, plus que quand tu es amoureux d'ailleurs. Un peu comme une thérapie. Ouais, comme une thérapie, un peu comme une thérapie. Bah, tu vois, ça aussi, c'est un truc que j'aimais pas entendre les autres dire en interview, mais c'est totalement vrai sur ce spectacle-là. C'est un spectacle, franchement, honnêtement, le premier, c'était beaucoup ma vision de la société, sur un peu des critiques de la société. Celui-là, je parle beaucoup de moi. Même si ça parle de la rupture, je me critique, uniquement, j'ai beaucoup d'autocritique. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un spectacle qui me fait du bien, déjà avant tout. Après, ça fait du bien aux gens, ça, j'en ai rien à foutre. Mais complètement la détaché. Ouais, écoute, ça marche, c'est un spectacle qui me fait du bien. J'ai l'impression que, en plus, ça me fait du bien parce que je sens que quand je le fais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent à des moments, enfin, je le sens dans les regards, même je l'entends des fois. Ah ouais, moi aussi, ouais. Et en fait, je me dis putain, en fait, je suis pas tout seul j'étais pas tout seul dans mon délire, quoi. Et donc, c'est un spectacle qui me fait du bien. Voilà, c'est une thérapie, exactement. Un mot pour tous ceux qui te suivent et pour tous ceux qui vont découvrir ton travail. Tous ceux qui me suivent, bravo. Bravo à vous. Vous avez été les premiers à déceler un talent énorme. Tous ceux qui ne me suivent pas encore, vous êtes totalement en retard. Je ne comprends pas ce que vous faites. En plus, je vous vois sur d'autres pages qui sont vraiment pas ouf. Donc voilà, remettez-vous en question. Qui me suivent, bravo. Ceux qui ne me suivent pas, remettez-vous en question. Ça a bien fait rire, là. J'arrive à la fin. Si je te demandais une petite impro, si c'est possible, une parodie de la réussite d'auto-entrepreneur. Attends, quoi? Attends. Une impro parodique sur la réussite d'auto-entrepreneur. Est-ce que tu pourrais me... La réussite d'auto-entrepreneur? Ouais.
Mais déjà, je pense que déjà dans la phrase réussite d'auto-entrepreneur, je ne sais pas s'il y a réussite à côté d'auto-entrepreneur souvent. Peut-être. Parce que auto-entrepreneur, il faut savoir que c'est plafonné à 80 000 euros, je crois, à 60 000 euros par an. Donc, je ne sais pas si on peut parler de réussite à ce niveau-là. Non, mais moi, déjà, je suis très nul en papier, moi. Donc, déjà, je comprends rien. Moi, déjà, là, j'ai voulu monter une société. Je comprends SA, SARL, SASU, sous, ici. Je comprends rien du tout. J'ai la phobie des papiers. Donc, moi, en plus, j'étais en auto-entrepreneur, mais là, je suis en train de changer de régime. Donc, je me mets au régime du camp, du coup. Je comprends rien de toute façon. Donc moi, non, mais là, je me mets en société, je sais pas quoi, là, parce qu'on m'a dit qu'il fallait ouvrir ça. C'était anonyme, là, pour pas que les gens ils sachent que c'est moi. Donc je sais pas. Non, mais auto-entrepreneur, je pense que la réussite auto-entrepreneur, c'est impossible. C'est impossible. Il faut avoir une SARL, quoi. C'est la base. Si tu veux réussir en tant qu'auto-entrepreneur, il faut avoir une SARL, quoi. Ok, super. On va se quitter avec un petit speed quizzing. T'es prêt ou pas? Ouais. Ok. Stand-up ou cinéma? Stand-up. Jamel Comedy Club ou Café Théâtre à Paris? Café Théâtre à Paris. Parodier un chanteur ou un acteur? Parodier un chanteur. Le théâtre ou les plateaux télé? Le théâtre. Écrire des sketchs ou réaliser des films? Wow. Les deux. Ok. Être derrière la caméra ou devant la caméra? Être derrière la caméra. TIFF ou Riles? TIFF. Dr House ou Grey Anatomy? Dr House. Exceptionnel, Dr House. Humoriste français ou américain? Humoriste américain. Américain. Improvisation sur scène ou texte écrit? Texte écrit, 100 000 fois. Le Kurana ou au micro avec Johanna? Possible de choisir, les deux sont bien. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Écoutez, beaucoup de réussite et la santé surtout. Voilà, la santé. La santé avant tout. Si tout le monde me souhaite la santé, ça me va parfaitement. Moi, je te souhaite bien plus. Je te souhaite la santé, je te souhaite d'aller bien loin parce que t'es un mec super. Merci beaucoup. Et garde tout ce que tu fais, garde cet humour, va au bout de ce que tu veux et ne lâche jamais. Merci beaucoup. Je pense que aussi. Tu es dans la bonne voie. Merci mille fois. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur Instagram, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify. Merci à vous et à bientôt.